questions-réponses avec les médias. Pour revenir à l'introduction, ce que je tiens à souligner ici en tant qu'acteur de la société civile et défenseur des droits de l'homme, c'est que 16 mois après l'élection présidentielle du 27 août 2016, les arrestations, détentions arbitraires et disparitions forcées se poursuivent au Gabon à un rythme très élevé qui inquiète de façon... y compris la communauté internationale est inquiétée par les dérapages, par la détérioration continue et constante des droits de l'homme au Gabon. Depuis plusieurs mois, de nombreux compatriotes détenus politiques croupissent sans jugement dans les camps de concentration du régime. Je veux dire ici les prisons mortifères du Gabon. Les prisons du Gabon sont des véritables camps de la mort. Les prisons du Gabon, en l'instar de celle de Gros Bouquet, la tristement célèbre prison de Gros Bouquet, n'a rien à envier au Cameroun. Les gens meurent là-bas par dizaines. Les gens sont torturés. Et je tiens à vous dire solennellement que notre compatriote qui est en prison pour avoir dénoncé la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo, je cite ici Zibi, Bertrand Zibi, est aujourd'hui torturé. Sa famille vient de nous dire, de nous informer, d'informer les défenseurs des droits de l'homme et les organisations internationales des droits de l'homme que Zibi est de nouveau torturé, isolé, privé de nourriture, privé de médicaments, privé de visites, y compris de ses avocats et des membres de sa famille. Nous le dénonçons de façon énergique. La mère de Zibi arrive. Le fils de Zibi est ici présent, il va s'exprimer. Et je tiens à dénoncer ici la prise d'otage de Zibi. Zibi n'a rien fait que dénoncer la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo. Et c'est pas pour cette raison qu'il va être emprisonné. Donc nous réclamons la libération de tous les otages. Parce que Zibi est un otage politique de M. Ali Bongo. Il n'y a pas de justice indépendante. Réclamons de façon claire sa libération. Nous n'allons pas lâcher tant que tous les prisonniers politiques, à l'instar de M. Zibi, n'aient pas été, n'aient pas recouvert leur liberté. Et aujourd'hui, 16 mois après la présidentielle controversée du 7 août 2016, aucune enquête n'a été menée au niveau national permettant d'avoir un bilan réel sur le nombre de victimes et répondre aux allégations relatives aux crimes contre l'humanité commis au Gabon. Le pouvoir est accusé de crimes contre l'humanité par la société civile, par le collectif des victimes de la crise et force électorale de 2016, et une procédure est en cours devant la Cour pénale internationale et devant les Nations Unies. Les différentes estimations, nous tiendrons à revenir parce que nous sommes toujours dans la crise post-électorale, le bilan humain. Tant que les enquêtes internationales indépendantes n'aient pas été mises en œuvre, nous estimons que ce dossier n'est pas clos. Tant que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies n'est pas dépêchée des enquêteurs au Gabon, tant que la Cour pénale internationale n'est pas élucidée sur les atrocités commises entre août et octobre 2016 au Gabon, le bilan de la crise post-électorale demeure toujours d'actualité. Le problème de la crise post-électorale demeure donc d'actualité. Aucune enquête longue sérieuse n'a été menée également pour élucider l'affaire de la mutinerie à la prison centrale de Libreville. Le 31 août 2016, des jeunes, des prisonniers ont été massacrés par des bérets rouges dépêchés pour mater cette mutinerie. Nous n'avons pas de résultat par rapport à cette affaire également. Donc, nous insistons sur la nécessité que les enquêteurs internationaux arrivent au Gabon. Aucune enquête nationale n'a été réalisée pour également faire la lumière sur les charniers découverts au Gabon, notamment à Mindoubé et dans les autres lieux. L'affaire des charniers a fait l'objet d'un examen
et je veux dire, est sur la table du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc notamment la commission, le groupe de travail sur les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires. Le gouvernement d'Ali Bongo, notamment son ministre de l'Intérieur, pendant la crise post-électorale de 2016, avait reconnu les arrestations massives de 1101 personnes sans être capable de nous fournir la liste exhaustive et nominative des personnes arrêtées en dépit de l'action interpellative de la société civile. La société civile avait adressé aux autorités judiciaires 2 lettres pour se renseigner sur le nombre de morts, sur le nombre de personnes portées disparues, sur le nombre de personnes arrêtées, sur le nombre de personnes hospitalisées. Donc, nous n'avons aucune information. Les autorités judiciaires du Gabon ont refusé de collaborer. D'où notre engagement à saisir les juridictions internationales compétentes en matière de crimes contre l'humanité. Donc je disais, les droits civils et politiques des citoyens gabonais sont gravement entravés. Aujourd'hui, droit de circulation, on empêche aux citoyens gabonais de circuler. Un membre de la société civile, en la personne du pasteur, du révérend pasteur Bruno Ngoussi, président de la plateforme, est interdit de circuler. On ne veut pas lui donner son passeport pour des motifs fallacieux. Monsieur Jean Bing, principal acteur de l'opposition démocratique au Gabon, a été interdit de sortir du territoire également pour des motifs qui ne sont pas justifiés, pour des motifs fallacieux. Les droits des réunions et d'associations sont gravement entravés au Gabon. On constate une instrumentalisation et une politisation de la justice, y compris les atteintes aux droits de la presse. La justice est aujourd'hui, avec ce qui se passe, la justice est considérée comme vraiment un instrument du pouvoir. La justice n'est plus au service du peuple, mais elle devient un instrument du pouvoir pour persécuter les populations, un instrument du pouvoir pour mettre les gens en prison. Parce qu'il y a aujourd'hui, bon, d'après les quotas, les informations que nous avons, on a près de 33 personnes qui sont emprisonnées. On a une liste de 33 prisonniers politiques et personnes portées disparues. Ça, c'est les éléments, les noms que nous avons. Mais nous imaginons qu'il y a des centaines de personnes qui croutissent dans les zones du régime d'Ali Bongo. Des personnes qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas de famille, qui ont été arrêtées depuis 2015 même. Mais le groupe le plus important est celui qui a été arrêté à partir du 31 août 2016. On n'a pas libéré les 1101 personnes. Il faut qu'on exige. Nous exigeons, nous, la société civile, nous, le collectif représentant les prisonniers politiques et les personnes kidnappées du Gabon, nous exigeons la publication de la liste des 1101 personnes arrêtées par le régime à partir du 31 août 2016. C'est une exigence non négociable et nous l'avons rappelé au cours de nos réunions cette semaine avec l'Union européenne, avec les Nations Unies, avec la Commission nationale des droits de l'homme. Donc nous pensons qu'il est urgent qu'une mobilisation se fasse, et c'est ce que nous allons faire dans le cadre du plan d'action qui sera décliné tout à l'heure. Nous allons nous mobiliser aussi bien au niveau national qu'international pour que les prisonniers politiques qui sont actuellement et arbitrairement détenus dans les prisons et les lieux de détention secrets, parce qu'il y a des lieux de détention secrets illégaux au Gabon où les gens sont kidnappés. Et il y a d'autres lieux de détention où les gens sont assassinés. Donc nous demandons que les personnes kidnappées soient relâchées immédiatement. Et c'est le sens de notre engagement. Nous demandons que tous les prisonniers politiques, notamment les principaux, les 33 noms que nous avons transmis à la communauté internationale, les 33 noms connus, parce qu'il y en a plusieurs centaines. C'est une enquête qui va permettre de déterminer le nombre exact de personnes détenues.
que cette enquête aura lieu et fait partie de notre exigence. Parce que nous demandons également la publication de la liste des personnes libérées, la publication de la liste des détenus politiques globaux, ils sont nombreux, ils sont plusieurs centaines, la libération inconditionnelle donc des personnes, des détenus politiques et personnes arbitrairement kidnappées et dont la disparition forcée a été constatée. Nous revenons également sur la nécessité des enquêtes. Si le régime refuse qu'il y ait des enquêtes internationales sur les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires, notamment les charniers qui ont été découverts vraiment, parce qu'il y a Anguille sous roche, ils savent s'ils n'étaient pas coupables. Si ces gens-là n'étaient pas des criminels désignés, ils ne feraient pas d'obstruction aux demandes insistantes de l'Union européenne et des Nations Unies et de la communauté des ONG et des défenseurs des droits de l'homme. Donc nous n'allons pas transiger, les enquêteurs internationaux doivent arriver parce que la situation de violation des droits de l'homme, elle est permanente. Nous avons des gens qui sont emprisonnés, qui sont torturés par les agents qui sont à la prison centrale de Libreville, qui profitent de leur position pour persécuter les détenus politiques. Et nous demandons donc la relaxe, la libération inconditionnelle de toutes ces personnes. Zibi n'a pas à être à la prison centrale. Il n'a rien fait. Il n'a commis aucun crime. Landry, Massavala, Oyubu, comment il s'appelle, Momba, et tous les autres, Stampy, et tous les autres qui sont emprisonnés. Momba, ils sont nombreux, ils sont plusieurs dizaines. Nous demandons leur libération inconditionnelle. Nous demandons que ces personnes recouvrent la liberté, parce que la liberté est un présent du ciel, disait Diderot. On ne peut pas continuer à priver les gens de liberté parce qu'ils ont exprimé des points de vue, des opinions politiques. C'est des détenus politiques, c'est des détenus d'opinion. Ils doivent être relâchés. Ali Bongo, relâche. Libère toutes les personnes que tu as fait incarcérer. Parce que la justice, c'est toi. Si la justice était indépendante et crédible au Gabon, on ne verrait pas aujourd'hui une grève des magistrats. Une grève des magistrats, tous les magistrats sont en grève. Mais ceux qui persécutent la population, le reste qui persécute la population, c'est ceux qui sont avec toi. Donc tu as pris en otage la justice gabonaise. Monsieur Ali Bongo, libérez tous les prisonniers, tous vos otages. Ce sont des otages. Et arrêtez de persécuter la population. Si vous avez été élu de façon démocratique, on comprendrait votre position, mais vous n'avez pas été élu. Vous avez triché, vous avez trafiqué les élections dans la province de votre goût. Tous les rapports, notamment ceux de l'Union européenne, décrivent clairement que tu n'es pas le président élu. Tu as au moins quand même la modestie de te comporter de façon digne, n'ayant pas été élu par les Gabonais. Arrête de persécuter les Gabonais, fais profil bas. Je te le demande en tant que défenseur des droits de l'homme, je te parle à Liboko. Libère tous les otages, libère tous les gens que tu détiens de façon illégale. Lâche prise. Parce que tu ne pourras pas continuer à persécuter le peuple comme ça. Il faut lâcher prise. Monsieur Ali Bongo, libérez Nzibi, libérez Landry Washington, libérez Oyubu, libérez Massavala, libérez Momba, libérez Stampy, libérez Mwendou, libérez tous les autres. Libérez tous les autres. C'est ce message que nous tenons à vous marteler et nous allons continuer de vous le marteler jusqu'à ce que vous puissiez souscrire de façon inconditionnelle à nos demandes. Nous ne lâcherons rien et nous avons décidé d'apporter notre appui à la famille, aux familles. Donc je donne la parole, je laisse la parole maintenant à Madame Oyubu qui va prendre la relève et qui est président du comité de libération des prisonniers politiques. Je vous remercie.
s'est formée à la suite des faits que nous vivons, et plus particulièrement les élections présidentielles, à savoir les arrestations et les kidnappings. Ce sont des faits qui touchent les personnes et non les animaux. Ça, nous sommes levés. Et ne sachant comment faire, l'un de nous a pensé qu'il y avait des structures qui existent déjà, dont les organisations de la société civile, les ONG, qui sont là, qui fonctionnent pour justement agir pour les causes de l'homme. Alors nous sommes tournés vers l'OLVG pour savoir comment faire par rapport à cette situation qui touche de plus en plus de familles. Il y avait une seule personne, c'était au départ M. Nzigi, ensuite la liste est allongée. Et on ne sait pas qui d'autre. Donc les choses se passent comme elles sont. Peut-être que demain ou après-demain, on apprendra qu'il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées comme les précédents et kidnappées. Alors nous nous sommes retrouvés pour former ce comité afin d'agir dans la libération de ces personnes. C'est un droit. C'est un droit. Personne d'autre ne pourra venir le faire à notre place. Et dans notre enquête de solution, nous avons appris que les organisations internationales n'agissent pas si elles ne sont pas touchées directement, si effectivement le problème n'est pas mis sur la place. Donc nous avons maintenant mis ce problème sur la place de manière organisée. Le comité a été déjà appuyé. Nous avons mis en place un plan d'action. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour, dont certaines ont déjà été accomplies. Nous avons commencé par la création du bureau. Ensuite, des rencontres avec des organismes internationaux qui défendent les droits de l'homme. Nous avons rencontré la Commission nationale de défense des droits de l'homme. Nous avons rencontré l'UNOCA. Nous avons été à l'Union européenne et notre partenaire de soutien a été plus loin dans cette démarche. Nous avons programmé cette conférence de presse pour présenter aux yeux du monde ce comité les actions qu'il va avoir à mener. Nous avons l'élaboration d'un mémorandum qui est en vue. Parce qu'il faut bien qu'on parle de cette question. Ce n'est plus l'utopie, ce n'est pas imaginaire. C'est bel et bien de personnes qui ont vécu avec nous et qui du jour au lendemain se sont retrouvées dans des conditions de violation des droits de l'homme. C'est des termes qui nous ont été donnés. Lorsqu'on a décrit les faits, ils nous ont dit que c'était des violations des droits de l'homme. Parce qu'il faut bien qu'on définisse chaque acte. Étant dans une société organisée, nous devons fonctionner selon ces normes-là, selon les règles. Et lorsqu'on ne trouve pas ces règles, on passe à autre chose. Des violences faites aux personnes, des injustices, mépris, des tortures, c'est inhumain, c'est anormal, c'est pas écrit, c'est pas inscrit dans notre fonctionnement. Nous devons nous respecter, nous devons respecter nos principes, nous devons respecter nos lois, nous devons respecter les autres. On ne doit pas mendier ces choses. Ça doit nous être donné de manière spontanée, naturelle. Mais on est obligé aujourd'hui de les mendier en constituant des groupes, en allant voir d'autres personnes qui ont déjà de manière naturelle acquis certains réflexes. Nous allons réaliser, donc je disais, 2 mémorandums à leur faveur. Nous allons demander qu'ils soient établis. Nous allons mener des actions pour que la liste des personnes qui ont été arrêtées en août soit publiée. La liste des prisonniers politiques soit publiée, soit connue. Nous allons également faire des saisines, des procédures spéciales pour toucher des tribunaux internationaux. Nous allons, parce que si ces organismes existent, c'est parce qu'effectivement le problème existe, parce qu'il y a un besoin. Et au moment où c'est là, nous voulons utiliser ces moyens pour nous faire entendre.
Nous allons également organiser des tables rondes. Nous allons faire aussi des témoignages, des enregistrements vidéo des parents des personnes qui ont subi ça. Nous allons également nous avons ouvert un numéro d'appel pour ceux-là qui n'ont pas le courage et qui ne sont pas aussi informés de la situation, pour qu'ils puissent appeler afin de pouvoir témoigner des parents qui ont disparu, des parents qui sont arrêtés arbitrairement. Et nous avons plusieurs autres choses. La liste est longue, le programme est long, nous l'avons prévu pour 3 mois, mais 1 mois intensif, à savoir celui-ci, commençons par ces moments. Voilà succinctement ce que nous avons prévu comme action pour pouvoir atteindre l'objectif de la libération des prisonniers politiques et des personnes qui Alors, donc la conférence de presse va se poursuivre avec des témoignages ici sur la table principale. Nous allons donc tour à tour donner la parole aux représentants de la famille du compatriote Saint-Pierre Obam, qui est aujourd'hui porté disparu. Saint-Pierre Obam est un membre de l'opposition. Saint-Pierre Obam est un membre de l'opposition, est un activiste reconnu qui a gravité autour de la coalition de M. Jean-Ping. C'était quelqu'un qui est connu, Saint-Pierre Obam. C'est quelqu'un qui est très très connu, qui est très très médiatique et qui a disparu depuis 1 mois de la circulation. On le cherche partout. Et c'est l'une des préoccupations de la société civile concerne sa libération. L'une des préoccupations de la société civile concerne sa libération. Donc nous allons donner la parole à son frère. Nous allons donner la parole à son frère, au représentant de sa famille, qui va s'exprimer pour nous édifier un peu sur la situation. Exprimez-vous. Merci, bonsoir à tous. Je suis le grand frère de M. Ramsey Manchester, connu le petit nom de Stampy Obam. Je m'appelle Elan Pimpelès. Stampy, c'est mon frère cadet. Effectivement, comme le disait M. Apaga, Stampy est porté disparu depuis le 19 décembre 2017, dans la journée. Stampy et moi, comme je l'avais dit à la dernière rencontre, il était à la maison le lundi 18. Il avait un souci avec son véhicule. Donc il m'avait appelé, il me dit j'ai besoin que tu me conduises à ton garage. Effectivement, il est arrivé lundi matin. Je l'ai emmené dans mon garage. Et son véhicule a été checké par mon mécanicien. Le lundi, on s'est séparés autour de 14h, 15h. Il est rentré chez lui. Mardi, on ne s'est pas appelé. C'est mercredi que sa fiancée m'appelle, mercredi matin que sa fiancée m'appelle pour me signifier que Stampy n'est pas rentré et que ce numéro de téléphone ne passait pas. Je lui ai dit, bon écoute, comme Stampy c'est quelqu'un de showbiz, attendons jusqu'à mercredi à 18h, voir s'il pourra rentrer. Malheureusement, il n'est pas rentré. C'est à partir de là que je suis rentré, la famille et moi, dans les recherches. Et nous avons fait le tour de mardi jusqu'à ce que vendredi matin, on retrouve le véhicule que Stampy conduisait dans l'enceinte hôpital régional de Mélène. Le véhicule n'avait pas d'infraction, les clés de contact n'y étaient pas, aucun document. Nous nous sommes rapprochés au niveau de la brigade de recherche de Mélène, qui est allé faire le constat. Après cela, nous avons été au tribunal. Nous avons déposé une requête pour que le procureur s'en saisisse de cette affaire. Le procureur nous a répondu en nous confiant un enquêteur au niveau de la PJ. Aujourd'hui, j'ai encore été entendu par cet enquêteur. Donc c'est à ce niveau où se trouve de manière légale la
situation de Stampy. Mais je vais quand même interpeller le chef de l'État pour lui dire que lors de son adresse à la nation, j'avais suivi attentivement son discours, surtout lorsqu'il parlait de la sécurité. Monsieur le Président, vous avez dit, vous serez intransigeant. Vous l'avez dit, je serai intransigeant. Je serai intraitable. Aujourd'hui, nous avons un problème sécuritaire dans notre pays. Lorsque vous vous engagez solennellement, vu au sud de tout le monde, vous dites, je serai intransigeant, je serai intraitable. Alors, je vous interpelle. Parce que ça fait une disparition de trop. Ça fait une disparition de trop, on ne sait pas le pourquoi et par qui. Et quand vous avez décidé d'être intransigeant, vraiment, je vous demande humblement, en tant que citoyen gabonais, d'interpeller les services compétents, qu'une action soit menée dans ce sens, parce que ça ne sert à rien de kidnapper, ça ne sert à rien de faire des enlèvements. Vous-même, vous qui êtes le premier représentant, vous dites que notre pays est un état de droit. Un état de droit sur le président. On ne kidnappe pas. On ne kidnappe pas. On fait des interpellations. À la limite, des mandats. Si quelqu'un, si mon frère Stampy aurait commis un acte de répréhensible, il fallait peut-être lancer un mandat d'arrêt. Moi, tout le monde saura qu'à partir d'aujourd'hui, Stampy a un mandat d'arrêt qui court après lui. Même moi qui suis son frère, peut-être que je le livrerai. Donc, c'est un peu ça mon interpellation. Vous-même, vous l'avez dit, vous serez intraitable, vous serez intransigeant. Alors, soyez intransigeant face à ce genre de dérive. Alors, donc, nous allons donner la parole aux représentants de la famille Massavala, au fils de M. Massavala. Bonsoir à tous. Je vous remercie de me donner la parole à l'aide de la famille Massavala. Vous savez, un jour, à l'univers national, c'est un jour de jour. M. Massavala a été arrêté le 6 septembre 2017, alors qu'il allait simplement et humblement acheter ses journaux ce matin-là. Et des éléments de la DGR qui le filaient depuis son domicile l'ont interpellé à la DGR. Et le mobile qui pèse sur son arrestation, selon la justice gabonaise, il a été interpellé pour provocation directe à un attroupement non armé. Et cela fait aujourd'hui 4 mois et 12 jours qu'il croupit à la prison centrale de Libreville sans jugement. C'est un père de famille qui a des enfants en bas âge, qui a passé Noël et le 31 décembre en prison pour des raisons qui ne sont pas effectives. Donc nous interpellons le gouvernement et l'État qui estiment que les élections présidentielles sont passées. Mais si les élections sont passées, qu'est-ce que ces gens-là font en prison? Ils devaient recourir à leur liberté. Donc j'exhorte ici, parce que nous sommes là les représentants des familles, nous voulons être dans un pays où la sécurité règne. Nous ne pouvons pas vivre dans la psychose. Nous interpellons humblement le chef de l'État, M. Ali, à libérer sans condition tous les prisonniers politiques et de ramener auprès des familles tous les kidnappés. Parce que nous voulons, vous l'avez bien dit dans votre discours à la nation, que vous allez veiller sur la sécurité des Gabonais. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces conditions. Nous l'avons dénoncé à l'Union européenne, comme l'a si bien dit M. Paga. Nous l'avons dénoncé à l'UNOCA, la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous allons continuer jusqu'à ce que justice soit faite, soit rendue. Nous ne voulons pas rester orphelins des parents pour simplement avoir donné leur point de vue, leur opinion dans la situation politique, économique et culturelle du Gabon. Donc je viens ici, par ma voix, vous remercier déjà de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer au nom de la famille et que nos parents soient libérés dans les meilleurs délais. Je vous remercie.
Alors nous avons l'honneur ici de recevoir le fils de Bertrand Zibi, qui est reconnu comme la figure emblématique de tous les prisonniers politiques. C'est le prisonnier politique avec l'Henry Washington qui a subi plus de dommages, plus de violations des droits de l'homme. Actuellement, il est détenu au secret. Il est non seulement Ali Bongo lui prive de sa liberté, mais on le persécute encore plus à la prison centrale de Libre. Un ancien député, pour la simple raison qu'il a dénoncé publiquement M. Ali Bongo, qu'il a démissionné publiquement devant M. Ali Bongo. C'est pas pour cette raison qu'on ne gère pas un État avec les sentiments personnels, avec la haine, la vengeance, M. Ali Bongo. Arrêtez ça! Vous ne gérez pas l'État avec la haine, avec la vengeance, avec la méchanceté dans le cœur. Libérez M. Zibi, son fils est traumatisé, il est venu vraiment dans les cris et dans les larmes ce soir avec sa mère, Madame Zibi, pour nous s'indigner davantage du sort que M. Zibi est en train de subir à la prison centrale de Libreville. J'interpelle les tortionnaires, le directeur de la prison centrale de Libreville qui est un tortionnaire. Monsieur le directeur de la prison centrale de Libreville, j'espère que vous ne sortirez pas du Gabon. J'espère que vous ne sortirez, que vous n'avez pas de parents. Vous vous permettez d'organiser la torture et je vous interpelle en tant que défenseur des droits de l'homme d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Vous avez une responsabilité dans ce que vous, une responsabilité personnelle. On n'exécute pas des lois injustes. Arrêtez de persécuter M. Zibi, arrêtez de persécuter M. Landry, Oyubu, Massavala et tous les autres, Hervé Kinga, et tous les autres prisonniers politiques qui sont détenus illégalement à la prison centrale de Libreville. Donc je vais donner la parole au fils Zibi. Je vous remercie pour la parole. Bonsoir à tous. Comme il a signifié, je suis le fils de M. Bertrand Zibi. Voilà maintenant plus d'1 an qu'il est enfermé dans les geôles de la prison centrale de Libreville. Nous n'avons pas accès à lui, il ne peut pas nous appeler, on ne peut pas le voir. On se demande pourquoi. Il y a eu une confrontation avec son plaignant devant un juge d'instruction. Confrontation pendant laquelle le plaignant a vu ses témoins le désavouer devant le juge d'instruction. Aujourd'hui, on se demande pourquoi M. Zibi est toujours gardé dans les geôles de la prison centrale de Libreville. Nous demandons simplement la libération sans condition d'un père de famille. Il laisse derrière lui de nombreux enfants et au plus profond de nous, on se sent persécuté parce qu'on se dit qu'il y a quand même le principe d'état de droit à préserver dans ce pays. Il ne suffit pas de faire des discours à la télé, il faut que les choses soient respectées. Libérer sans condition le père des enfants des gens. Je vous remercie. Bon, effectivement, nous allons maintenant échanger avec la presse. Si les journalistes ont des questions à poser, nous allons répondre aux questions des journalistes. Nous sommes prêts à répondre aux questions des journalistes. Il y a le pasteur Moussi qui va intervenir également, qui vient d'arriver. Donc, si les journalistes, si on peut prendre 2 ou 3 questions de la presse, c'est une conférence de presse, nous sommes disposés à discuter avec les journalistes. Messieurs et madame de la presse. Bon, donc nous allons poursuivre le débat. J'ai une question. Oui, monsieur. Oui, je suis Saint-Clair Auguste de la radio-télévision Renaissance. Jusqu'ici, on entend seulement plus plaindre les réseaux de la société civile. Et on se demande bel et bien, qu'est-ce que fait l'opposition gabonaise? Quelle est la pression que l'opposition gabonaise met aussi sur le pouvoir pour la libération de ces détenus? Parce que jusqu'ici, c'est seulement plus la société civile qui monte au créneau. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les médias, l'opposition elle-même, on ne la sent pas trop. Est-ce que l'opposition également aussi est muselée au point où elle ne peut pas aussi monter au créneau comme la société civile? C'est bien votre question. Je pense qu'il n'est pas du mandat de l'opposition de défendre les droits de l'homme. Nous, comme dans une société organisée, chacun, les rôles sont répartis.
Il y a une répartition des rôles, chacun fait son travail. Le travail de la société civile est de défendre les principes. L'opposition a pour vocation de militer pour la gestion de l'État. Hein? Le rôle de l'opposition, il y a un pouvoir qui est en place, mais le rôle de l'opposition est de travailler en faveur de la mise en place des conditions pour accéder au pouvoir. Donc cela se passe par des élections. Mais dans un système démocratique, ces élections sont démocratiques et sont librement au Gabon. Vous savez ce qui s'est passé en 2016 avec le hold-up électoral de M. Ali Bongo. Donc nous ne sommes plus dans un état de droit. L'opposition est donc muselée. Vous savez bien que M. Ping a été interdit de sortir du territoire, que M. Iwangu a subi le même sort. Vous voyez que M. Oyemba et d'autres leaders ont subi le même sort. Le pasteur aussi qui vient d'arriver a subi aujourd'hui le même sort. On lui refuse son passeport pour des motifs fallacieux. Il a deux passeports, il peut avoir deux passeports. Son passeport a des visas. Lorsqu'un passeport a des visas, on garde le même passeport. Il a plusieurs visas sur son ancien passeport. Il est normal qu'il conserve son passeport. C'est ce qui se fait. Ça se fait partout. C'est la règle dans tous les pays du monde. Et le Gabon ne peut pas sortir de cette exception. Donc, le rôle de la société civile, c'est de défendre les principes, c'est de défendre les droits de l'homme, c'est ce que nous faisons. Nous sommes donc dans notre rôle de dénoncer les dérives qu'on constate dans notre pays, l'anarchie dans notre pays. Vous voyez ce qui se passe? On ramasse les cadavres partout. C'est sans que personne ne s'en émeuve, sans que la justice, qui est toujours facile lorsqu'il s'agit de dégainer sur l'opposition, lorsqu'il s'agit de mettre les militants de l'opposition en prison, on voit les membres de l'appareil judiciaire vraiment gesticuler, on voit les membres de l'appareil judiciaire se précipiter. Mais les cadavres qu'on attrape tous les jours, les cadavres qu'on retrouve tous les jours, je veux dire, dans les villes, les villages du Gabon, qui assassinent ces personnes, que fait la gendarmerie, que fait les OPJ, que fait les procureurs de la République? Zéro. Le bilan de la justice au Gabon, c'est un bilan négatif. Les populations ne font pas confiance à la justice. Mais nous avons confiance aujourd'hui à un syndicat, le syndicat de la justice, qui est en train de militer pour la réforme de la justice. Nous militons, nous en tant que société civile, pour réformer la justice. Faire en sorte que la justice gabonaise soit débarrassée des facteurs qui le décrédibilisent. La justice, elle doit être faite au nom du peuple gabonais. Donc, l'opposition subit des fautes du régime, l'opposition est maltraitée, l'opposition n'a pas de voix, il est impossible d'organiser des réunions au Gabon, alors que le Gabon a signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est la norme internationale pour l'exercice des libertés fondamentales. C'est le pacte ratifié par le Gabon. Donc le Gabon viole ces dispositions constitutionnelles, ces engagements internationaux. C'est un État anarchique, c'est un État de non-droit, comme le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le reste. Tous les pays d'Afrique centrale sont dans la même situation que le Gabon, où les droits de l'homme sont bafoués, où le droit de choisir librement les dirigeants, ce droit est bafoué. Donc nous sommes dans notre rôle, effectivement, de dénonciation et de défense des droits de l'homme. Nous ne faisons pas que de la dénonciation, nous faisons de la proposition, de l'organisation, de la formation. Nous faisons de la promotion des droits de l'homme. Hein? C'est l'axe central de nos interventions dans le domaine des droits de l'homme. Maintenant, je vais donner la parole au pasteur. Oui, madame. Une question. Représentant de la famille de Justine. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la disparition. J'ai bien envie de dire un collaborateur, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Notamment celle de savoir, celle disant qu'il aurait été torturé avant de rendre l'âme au niveau de la DGA. C'est juste pour nous apporter quelques précisions là-dessus. Il y a tellement d'informations qui circulent, histoire d'éclairer l'opinion aussi. Ok. Déjà vous dire que les réseaux sociaux ont un côté positif et un côté négatif.
quand vous me dites que les réseaux sociaux disent que l'auteur de Stampy a été retrouvé à la DGA, bon, j'ai envie de rigoler parce que la DGA, c'est pas un hôpital, la DGA, c'est pas une norme. Moi-même personnellement, j'ai déposé un avis de recherche au niveau de la DGA, j'ai laissé mes contacts. Donc, s'il s'avère que la DGA a retrouvé le corps de Stampy, normalement, raisonnablement parlant, la DGA m'aurait appelé pour dire bon, monsieur, rapprochez-vous de nos services, nous avons une information à vous donner. Et dès lors que la DGA, jusqu'à ce jour, nous sommes là, ne m'a pas encore appelé, j'estime que Stampy, son corps n'est pas la DGA comme ça. Alors vous soupçonnez qui principalement dans l'enlèvement? Parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup accusent le pouvoir en place, mais vous, dans la famille, vous soupçonnez. Quand vous êtes allé porter plainte? Oui, nous sommes allés porter plainte pour disparition inquiétante. Parce qu'effectivement, Stampy est porté disparu et il ne l'a jamais fait. Quand il part, souvent il peut rentrer à 3h du matin. Et dire qu'il disparaît comme aujourd'hui, ça fait sans donner de nouvelles, ses numéros de téléphone, ça ne passe pas. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez appeler, je peux vous donner ses numéros de téléphone, aucun numéro ne passe. Donc, dire qu'on soupçonne, moi personnellement, Stampy et moi, on ne marchait pas ensemble. Donc, je ne connais pas cette information. Je ne connais pas ses amis. Tout ce que je sais, c'est qu'il était à la maison le lundi. On est allé quelque part. Après, on s'est séparés. Je ne peux pas dire, vraiment, je ne peux pas m'aventurer à dire que je soupçonne un tel ou un pas du tout. Parce que je ne connais pas le mari, comment il avait marché, avec qui il était. Tout ce que je sais, c'est que son véhicule a été retrouvé sans effraction, sans clé de contact à bord. Donc à partir de là, ça voudrait dire que Stampy a été enlevé par des personnes, tout simplement. Mais qui et pourquoi? C'est ça la question. Qui l'a enlevé et pourquoi il a été enlevé? C'est ça la démarche. Nous on veut savoir. On nous dise. Pour le procureur, je sais pas. On nous donne parce que quand les gens parlent dans les réseaux sociaux, Stampy a été retrouvé mort quelque part, Stampy. Je dis, ce sont des aberrations. Ou alors on veut nous préparer. Ou alors, je dis bien, ou alors on veut nous préparer. Et alors là, on verra. On va continuer, on va remettre la parole au pasteur ici. Je voudrais d'abord vous saluer et m'excuser pour ce retard qui est dû au fait que, comme vous le savez, nous sommes fiables de la situation fluide. Alors, on est de passer là-bas, est-ce que vous permettez? Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure, je vous dis à tous bonjour et je m'excuse pour ce retard qui est dû au fait que nous tous sommes travailler et très fluide aussi. Donc, je prends la parole ici pour ne plus revenir sur ce que les autres ont dit, que vous connaissez déjà. Mais je prends la parole ici pour répondre un tout petit peu à la question que j'ai reçue tout à l'heure, où les journalistes voulaient savoir contre qui les parents de ceux qui pouvaient porter plainte. Mais je suis un peu étonné à la fois de voir cette question posée et de la réponse de mon frère qui est à côté de moi. Vous savez, un pays est comme une famille. Une famille, généralement, il n'y a pas de famille sans père, il n'y a pas de famille sans mère. Le père de la famille est censé protéger les membres de sa famille. Et quand l'un des membres de la famille disparaît, quiconque se préoccupe de la santé, autrement dit de la sécurité de cette famille, doit venir poser les questions au chef de la famille.
Et le Gabon est un pays de droit, comme on le dit. S'il y a des disparitions forcées, pourquoi venir poser la question aux parents de la famille pour savoir contre qui porter plainte? Mais nous nous plaignons aujourd'hui contre celui qui a le rôle de protéger les biens et les personnes au Gabon. C'est l'État gabonais. Le rôle de la protection des personnes et des biens au Gabon, c'est bien l'État gabonais. Je pense que les journalistes devraient s'orienter vers l'État gabonais pour demander pourquoi il y a tellement de disparitions forcées, pourquoi il y a tellement de meurtres, pourquoi on retrouve partout des cadavres par-ci, pourquoi on retrouve les gens errants par-ci, par-là. C'est pas aux familles qu'il faut poser cette question, monsieur le journaliste. Je suis désolé. Autant on dit notre pays est un pays de droit, autant la disparition d'un seul membre de ce pays devrait préoccuper les gens qui ont le rôle de la protection de ces familles-là. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous sommes maintenant dans un état qui est comparable à une prison à ciel ouvert. On est prisonnier dans son propre pays. On se demande même, les gens ont même peur de sortir de leur maison. Aujourd'hui, les gens attrapent des AVC par-ci par-là, mais parce qu'ils ont peur, ils sont terrorisés. Il y a de la terreur partout. Et ça, j'interpelle un peu les hommes de Dieu. Hein? Mes frères et sœurs hommes de Dieu. C'est dangereux ce silence-là. Pendant qu'au Congo démocratique, à côté, on voit les gens qui se préoccupent des menaces qui pèsent sur le peuple que Dieu nous a donné à gérer. Ces hommes de Dieu, dans nos églises, qu'est-ce qu'on dit dans nos églises? Alors, voilà, monsieur le journaliste, ce que je voulais dire pour répondre à la fois à votre question, à la place de mon frère, certainement qui ne sait pas que là où nous sommes là, il y a quelqu'un qui a le droit de veiller sur nos vies. Et ce quelqu'un, c'est l'État gabonais. Ce quelqu'un, c'est celui qui se dit, qui s'appelle pouvoir au Gabon. Au lieu de les massacrer, au lieu de les persécuter, au lieu de les poursuivre, le rôle de l'État, c'est de nous protéger. Voilà la réponse à cette question. Et maintenant, je voudrais ici vous féliciter. Féliciter le travail que vous avez fait, chers hommes de médias. Vous êtes les principaux acteurs qui nous accompagnent dans cette lutte. Où nous ne luttons pas contre les gens, où nous luttons contre ceux qui se disent normalement garants de nos libertés, de nos droits, garants de notre bien-être, de notre vivre ensemble. Autant de temps que ces droits-là seront violés, autant de temps que ces droits seront menacés, alors quelqu'un pouvait dire que celui qui ne se plaint pas, ne doit pas aussi, celui qui ne parle pas, ne doit pas aussi se plaindre. Et c'est pour cela que nous nous plaignons. Parce que nous parlons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait venir. Je m'excuse encore une fois de plus. Parce que celui qui vient en retard ne sait pas où se trouve le processus qui a été déjà engagé par le prédécesseur. Donc, je m'appellerai. Je suis disposé à répondre à une question si je vous remercie. Et il y a d'autres questions des médias? Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions des membres de famille? Monsieur le Président des crimes rituels, nous te donnons la parole. Nous allons donner la parole à Monsieur Elvis Ebang qui n'est plus à présenter par rapport à la recrudescence des crimes rituels, à la généralisation et à l'inertie du régime. Parce que le régime ne fait rien, on ramasse les cadavres. Maintenant, partout à Libreville, à Ongoué, à Port-Gentil, à Franceville, à Oyem, surtout à Makokou, à Boué, vraiment, Boué, d'ailleurs, dans le Boué, évidemment, là-bas, c'est l'épicentre des crimes rituels. Dans le moyen de Boué, on ramasse
Et dans le Motoboué, actuellement aussi, du côté de Mwanda, on a ramassé beaucoup de cadavres DPC là-bas. Donc, M. Elvis Sebang n'est plus à représenter. C'est le leader incontestable de la lutte pour la défense de la vie et contre les crimes rituels au Gabon. Donc, nous passons la parole à M. Elvis Sebang. Nous y reviendrons pour la question. Bon, merci M. Baba. Je pourrais vous dire seulement, je suis un peu déçu du comportement des Gabonais concernant la manière dont on traite la défense des droits de l'homme au Gabon. Il y a un système qui fonctionne très bien, c'est l'individualisme. Vous venez d'évoquer, revenir sur le phénomène individuel. Je crois que la question ne doit plus revenir à l'association, elle doit revenir au compte des médias. Pour faire un peu de suivi, en 2013, le chef de l'État a pris les engagements devant la communauté nationale et internationale en disant que ce phénomène prendra fin. Je crois que vous m'avez bien suivi. Du mois de mai au mois de juin, il y a eu le sac d'organes dans la journée. Et chaque année, depuis 2013 jusqu'à présent, il y a au moins une cinquantaine de cas qui sont recensés par l'association. L'impunité gagne le terrain, mais au niveau de la presse, tout ce que nous essayons de faire jusqu'à présent n'est plus diffusé. On étouffe la presse. Tout dernièrement, le 28 décembre, nous avons organisé, en partenariat avec les confessions religieuses, nous avons organisé une journée qui est reconnue de manière mondiale, puisque Rome est au courant de ça, la journée mondiale des martyrs, les 5 innocents. Mais aucun média gabonais n'a fait état de ça. C'est un peu regrettable au niveau des médias. On dirait que les médias sont un peu complices, puisque autant on vous associe, autant vous venez, mais à la fin des comptes, le message n'est pas véhiculé. Or, vous avez une lourde responsabilité, une lourde mission, celle d'informer, d'éduquer et éduquer la population sur l'avancement de ce dossier qui est très très sensible. On ne peut pas parler d'état de droit dans un pays où la nature, disons les dirigeants prennent des hommes comme des cobayes, comme des poules qu'il faut dépisser, des moutons qu'il faut dépisser au quotidien. Alors c'est tout ce que je peux vous dire, réagir à chaud sur Baga, en disant que la question ne doit plus revenir aux membres de l'association qui continuent à travailler, puisqu'il y a un journaliste qui vient de me poser la question de savoir d'où venez-vous, on ne vous voit plus, mais nous sommes là. L'année passée, nous sommes allés même à l'intérieur, nous étions en Port-Gentil, on était à la marinée, mais tous ces événements-là ne sont pas publiés. C'est un peu regrettable que vous occasionnez cela, vous acceptez d'être sous la botte de nos dirigeants. Or, le phénomène des crimes rituels ne regarde pas seulement nous qui sommes victimes, ça concerne tous les hommes. Et ça termine l'image du pays à l'extérieur. Au niveau de l'Afrique, j'ai essayé de parcourir certains pays africains. Ça fait déjà une idée négative du Gabon quand tout le monde se dit que les dirigeants sont des cannibales. Effectivement, le cannibalisme, la profanation des tombes, le non-respect des droits de l'homme fait que c'est renforcé. C'est dans ce sens-là que je peux demander aux journalistes ici présents de revenir sur le message du chef de l'État de 2013 qui disait qu'il prenait des engagements en lui posant la question quelle est la suite du comité de suivi des actes du mémorandum, les recommandations qui ont été faites, quelle est la suite et qu'est-ce qu'il dit, il a arrêté combien de personnes qui sont dans les prisons, puisque là on ne voit que les détenus politiques, mais les violations des droits de la vie. Pourquoi ces gens-là sont libérés, certains qui sont libérés, et certains qui sont jusqu'à présent dans la nature, qui cohabitent avec nous, avec tout ce qu'il y a comme haine, comme vengeance, nous vivons dans l'insécurité totale. Voilà tout ce que je peux dire à chaud concernant la question que vous voulez. Je vous remercie.
Alors donc nous allons donc donner la parole à la presse média. Alors, pasteur, profitant de l'occasion, puisque vous êtes là, nous avons suivi et puis beaucoup de rumeurs ont dit que votre passeport avait été saisi et que vous étiez aussi interdit de sortir du pays. Alors, on aimerait savoir, puisque vous êtes là, qu'est-ce qu'il y a? Merci pour cette question. Vous savez que le passeport est une pièce d'état civil qui devrait être délivrée à tout citoyen qui le désire selon les règles administratives établies à ce sujet. Mon passeport est encore valable, donc il sera expiré le 9 septembre 2019. Le problème, c'est que je n'ai plus de payer pour la poser les visas. Donc, le fait de l'insuffisance de feuillets et le passeport contenant des visas qui sont encore en cours de validité. Donc, je suis allé au service concerné qui m'avait très bien reçu. Je suis passé à l'identification, à l'enrôlement. Ils m'ont attribué un numéro pour pouvoir aller payer le trésor, la quittance, afin d'être servi comme tout autre. Alors ce n'est qu'à la fin, au moment où j'attends qu'on m'appelle pour aller payer, qu'un policier vient m'appeler pour dire que non, vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas être là, il faut aller au service religieux. Et il m'accompagne au service religieux, arrivé là-bas, le service religieux me laisse entendre, non, il ne fallait pas passer par là-bas, il faut recommencer la procédure. Et je me suis demandé, je me suis inscrit à 2 services, ici au Sénat, l'établissement de passeport. Ils m'ont dit parce que le service religieux s'occupe des religieux, là-bas c'est un service normal. Non, mais je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cela. Je leur ai donné l'ancien passeport qui a été établi, qui avait expiré en 2015. J'ai restitué celui que j'avais gardé parce qu'il m'était restitué pour les mêmes raisons. Parce que là-bas, quand on vous amène un passeport, expiré ou pas, si vous avez des visas à l'intérieur, on contrôle, on vérifie l'authenticité du passeport. Après, on vous remet l'ancien passeport contenant les visas, pardonnez-moi, pour vous permettre de voyager avec ces visas-là. Et ça, j'ai remis l'ancien passeport de 2015. Et le nouveau, dans le dossier du nouveau, j'ai joint la page que vous connaissez, qui contient toutes les données d'état civil. Alors, cette page-là est dans le dossier. Ils me disent d'aller et puis revenir dans 2 jours. Je reviens dans 2 jours, on me dit non, voilà, il faut que je dépose d'abord le passeport qui m'a été restitué au service normal, donc qui me permet, qui est encore en cours de validité, qui me permet de voyager parce que j'avais encore une petite place où on pouvait la poser 2 visas. Et je leur dépose ils me disent non, on veut le passeport physique. Je dis, puisque c'est vous qui établissez le passeport, je vous ai déjà donné dans mon dossier la page nécessaire. Pourquoi vous voulez le passeport physique? Non, il faut que le chef le voie. Et je leur ai donné le passeport physique. C'est-à-dire celui que j'avais. Et c'est parti jusqu'au jour. Quand j'appelle, on me dit non, le chef a voyagé. Quand j'arrive sans machine. Et récemment, je me suis adressé au président national, au président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a écrit là-bas. Et quand le président a écrit, on lui dit que j'avais 2 passeports. Si on ne m'a pas établi le passeport, le nouveau passeport, c'est que j'en avais 2. Alors, c'est la raison qui a été avancée en réponse à la lettre du président. Mais en fait, avant même d'aller voir le président de la Commission nationale des droits de l'homme, j'ai appelé le directeur général de la documentation, le colonel lui-même.
Il me dit non, je l'ai appelé, j'étais dans un bureau, je l'ai appelé, il me dit même que non, bon voilà, m'a laissé entendre que vous avez 2 passeports, vous savez que c'est puni par là. Je dis, mon colonel, je suis officier, ancien officier des forces de sécurité retraité. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas avoir 2 passeports. Et comment vous pouvez même établir 2 passeports à un individu? Je lui ai expliqué ce que je vous dis là. Il me dit ok, bon, on va voir ça. Je pensais que c'était comment. Mais jusqu'à présent, on va voir ça. On n'a jamais vu ça. Et voilà. Donc nous sommes presque arrivés au terme de notre conférence de presse. Madame Oyogo, c'est vous. Rebellesse. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre conférence de presse. Nous remercions les médias d'être venus et surtout nous réitérons ici notre demande insistante pour la libération de l'ensemble des otages politiques, l'ensemble des prisonniers politiques. Ils doivent être libérés, ils doivent être immédiatement libérés. Nous n'avons pas à négocier sur la liberté. Sur les droits de l'homme, on ne négocie pas. Ces personnes n'ont rien fait. Elles sont illégalement détenues, maintenues en prison pour des opinions, à cause de leurs opinions politiques. Et nous pensons que c'est vraiment de la persécution politique. Elles n'ont rien à faire dans ces prisons. Elles doivent être élargies immédiatement. Nous interpellons aussi les responsables du ministère de la Justice quant à la nécessité de respecter les engagements du Gabon. Le Gabon est partie à la Convention des Nations Unies contre la torture. La torture est un crime à compétence universelle. Si le directeur de la prison centrale de Libreville continue la persécution contre les prisonniers politiques tels que cela est rapporté tous les jours, nous allons déposer une plainte contre lui devant les tribunaux français et bien il sera arrêté s'il sort du Gabon. Nous allons faire arrêter tous les tortionnaires. Vous faites la loi au Gabon, mais nous avons Amnesty International, nous avons l'Union Européenne, nous avons les ONG internationales pour vous combattre au niveau international. Donc, continuez avec la persécution, vous allez être surpris. Laissez les gens tranquilles, ces personnes souffrent, leurs familles souffrent, leurs enfants souffrent. Libérez-les, arrêtez de les persécuter, arrêtez de les torturer. Ce que vous faites est illégal. Ce que vous faites est illégal, n'est pas autorisé par les codes de procédure pénale. La Convention des Nations Unies contre la torture et les traitements dégradants est claire. On ne peut pas, on n'a pas le droit de torturer une personne même en état d'arrestation. Même les terroristes on ne les torture pas. En plus forte raison que les personnalités politiques, les membres de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui sont descendus dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance, la mauvaise organisation, la proclamation des élections frauduleuses. Landry Washington, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a critiqué, parce qu'il a dénoncé le travail du régime, on doit le prendre, on doit l'enfermer. Ça fait 18 mois que Landry est en prison. Libérez-le. Landry est malade, il est diabétique, il n'a pas de soins appropriés à la prison centrale de Libreville. Monsieur Oyougou a été responsable politique de cette nation. Monsieur Massabala, responsable politique de cette nation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est avoir dénoncé Ali Bongo, si ce n'est avoir exprimé des opinions politiques contraires à ceux du régime en place. Donc toutes ces personnalités, ces 33 personnes doivent être élargies. Et les autres anonymes, les centaines d'autres personnes anonymes arrêtées depuis 2 ans doivent être absolument libérées. Et nous ne lâcherons rien tant que ces personnes ne sont pas libérées. Nous allons continuer, nous allons amplifier la mobilisation, nous allons amplifier les actions que nous sommes en train de mener jusqu'à ce qu'aucune personne ne soit détenue au Gabon pour des mobiles politiques. Je sensibilise les magistrats. Votre rôle n'est pas de servir la dictature. Votre rôle n'est pas d'appliquer les lois injustes. La magistrature doit être faite
message que nous tenons à vous dire. Nous vous demandons encore une fois de libérer l'ensemble des prisonniers politiques de façon urgente et immédiate. Donc, pour terminer, je redonne la parole à Madame Oyougou pour le mot de fin. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Nous réitérons nos demandes. C'est celle, effectivement, d'agir, de toucher le maximum de personnes interpellées par les droits de l'homme. Ce sont des humains, ils ne sont pas des animaux. Ils ne sont pas déséquilibrés. Même les déséquilibrés, on n'a pas encore vu jusque-là les services de la justice interpeller les malades mentaux. Voilà ceux qui l'on devait interpeller parce qu'ils sont dangereux, ils sont violents. Mais ceux-là non. Mais des personnes qui sont équilibrées, qui ont joué des rôles, qui ont des familles, qui ont des adresses qu'on reconnaît, on les tient de manière humiliante, violente, illégale. La prison n'est pas un lieu. Ils sont logés à la même enseigne que ceux qui ont des faits avérés, des jugements qui sont déjà prononcés. Comment on va mettre quelqu'un qu'on soupçonne, on prétend, avec celui qui a déjà commis un fait, qui a avéré. C'est quelle justice? Donc nous allons mener nos actions jusqu'à l'aboutissement. Et ce serait possible. Nous appelons également d'autres personnes touchées par cette situation, kidnapping, arrestation arbitraire, de nous retrouver, afin que nous puissions mener ce combat ensemble. Apprenons, nous sommes aujourd'hui touchés, c'est vrai, on va dire c'est leur problème, c'est la politique, mais encore une fois, c'est pas l'animal qui fait la politique, c'est l'homme qui fait la politique. Donc nous sollicitons toute bonne volonté, toute personne concernée de venir nous retrouver afin que nous puissions mener ces combats. Les organismes internationaux nous ont reçus et nous ont accordé leur soutien. Nous n'agissons pas dans l'illégalité. Nous avons rencontré l'UNOCA, nous avons rencontré l'Union européenne, ils sont d'accord parce que c'est leur mission de défendre les droits humains. L'humain, c'est un capital fondamental dans la vie. La vie est à base de l'homme. L'animal sert à l'homme. Les eaux servent à l'homme. Les avions servent à l'homme. Tout ce qui est fait sert à l'homme. Et c'est cet homme-là qui est touché aujourd'hui. C'est une plateforme qui peut aller plus longtemps. Au lieu qu'elle ne soit que pour une action spontanée, ponctuelle, elle pourra s'étendre. Parce qu'il y a plusieurs droits humains qui sont violés. Mais nous agissons surtout pour le cas spécifique des personnes kidnappées et des prisonniers politiques. Ok, donc je réitère ici, nous faisons un appel à témoins. Tous ceux qui ont constaté la perte d'un parent, celui qui a constaté la perte de son parent, celui qui a constaté une persécution, une disparition forcée dans sa famille, dans son entourage, dans son environnement professionnel, venez ici nous donner toutes les informations. Il y a une liste. Nous faisons donc un appel à témoins pour les personnes disparues, les personnes victimes de crimes rituels. N'ayez plus peur. Venez déposer, venez vous manifester. Un numéro de téléphone sera ouvert, une adresse internet sera ouverte à partir de lundi prochain. C'est urgent. Vous avez ici le centre des droits de l'homme. Nous allons vraiment faire de cet endroit un endroit de la promotion de la défense et de la vulgarisation des droits de l'homme. Venez dénoncer tout ce que vous avez comme information, communiquez-les nous et nous y arriverons pour que le Gabon devienne un État respectueux des droits de l'homme. Merci à la presse qui nous soutient et qui fait un travail formidable. Nos encouragements et notre soutien indéfectible au comité de libération des prisonniers politiques et personnes kidnappés, notamment ses membres, dans tous ces démembrements. Nos remerciements aussi à la société civile, aux activistes ici présents. À la prochaine, à vendredi prochain. Parce que tous les vendredis, nous avons prévu organiser une conférence de presse.